Si je devrais me définir, je ne me définirais pas comme artiste, je me définirais comme réalisateur de rêves. Je réalise mes rêves. Niki de Saint-Phal. Les Grandes Dames de l'Art est une série de podcasts produite par AWARE, Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, en partenariat avec l'INA, avec le soutien de la maison Veuve Clicquot et la délégation à la transmission des savoirs et à la démocratisation culturelle du ministère de la Culture. Les Grandes Dames de l'Art. Les Grandes Dames de l'Art. Les Grandes Dames de l'Art. Le podcast Les Grandes Dames de l'Art donne la parole aux artistes femmes du XXe siècle. Elles parlent de leurs œuvres, de leur vie, du monde qui les entoure et de leurs conquêtes. Partons à la recherche de leur présence, de leurs secrets. Retrouvons l'histoire cachée des artistes femmes, juste à partir de leur voix. Pour commencer, j'aimerais poser la question de la sculpture, dont on a longtemps pensé qu'elle était une technique réservée aux hommes. Les femmes s'y sont aventurées, beaucoup plus nombreuses qu'on ne le croit. Elles ont conquis les matériaux de la sculpture, se sont mesurées à l'échelle monumentale et ont même, pour certaines, conquis l'espace public. D'ailleurs, l'une des artistes femmes les plus connues du XXe siècle est une sculptrice qui se revendique comme telle et dont la fierté est d'avoir justement imposé des femmes dans la rue, ces fameuses nanas. C'est Niki de Saint-Phal à qui j'aimerais consacrer ce premier épisode des Grandes Dames de l'Art. Niki de Saint-Phal est une artiste prolifique qui a créé 3500 œuvres en 50 ans de carrière. Elle sait dessiner, peindre. Elle dira d'ailleurs en introduction à une émission de télé « Je suis Niki de Saint-Phal et je fais de la sculpture monumentale ». Car Niki de Saint-Phal passe à la télévision, à un moment où les artistes y sont rares et les femmes encore plus. C'est par un tir à la carabine que Niki de Saint-Phal fait une entrée remarquée dans les salons des Français et Françaises, aux 13h du journal télévisé le 21 avril 1961. Quelques années après, en 1965, l'émission Tilt à la télévision s'invite pour une longue interview dans l'atelier de l'artiste. Le journaliste n'est pas très à l'aise et taquine l'artiste sur ses pratiques jugées peu domestiques. Elle lui répond avec un mélange d'humour et de détermination. Vous avez des gants de plongeur, vous trempez des chiffons dans un seau, vous les étendez. C'est un peu un travail de bonne petite ménagère, non? Oui, vous avez raison. Ça fait une partie de mon travail, mais au lieu de... Le résultat n'est pas une cuisine. Je ne vais pas vous présenter avec un pot-au-feu, mais j'essaye de vous présenter avec un espèce de délire spirituel de moi-même. Et pourtant, c'est curieux. Je vous ai posé la question un peu au hasard, mais enfin, vous me répondez que ça a un rapport avec un travail de femme. Et pourtant, le résultat n'a rien de féminin. Eh bien, je suis absolument pas d'accord avec vous. Le résultat est féminin, puisque moi, je suis une femme. Ce qui m'intéresse, c'est exprimer une certaine poésie que je sens en moi. Eh bien, je ne peux que exprimer une poésie féminine. Ça n'a rien à faire. Un mec pourrait jamais faire ça. Niki de Saint-Phal ne se laisse pas intimider, bien au contraire. Elle recentre l'interview sur son processus de création et explique comment la découverte des objets, qu'elle agglomère à ses tableaux, lui permet de passer de la peinture à la sculpture. C'est de la peinture à l'huile, la peinture extrêmement figurative et compliquée qui a un grand rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas ou heureusement pour moi, je n'avais pas une technique assez bonne pour pouvoir réaliser exactement ce que moi j'avais envie de dire. Alors, il y avait une espèce de poésie qui se dégageait de ces premiers tableaux, mais le spectateur, quand il les voyait, ne reconnaissait pas tous les objets qui étaient essentiels pour moi qu'il reconnaisse. Puis avec les objets en plastique, je peux me servir des objets précis et le spectateur comprend d'une manière plus facile que ce que j'ai envie de dire. La même année, en 1965, dans l'émission Dim Dam Dom, réalisée par Jean-Christophe Averty, Saint-Phal évoque son rêve le plus fou. Rivaliser un jour avec le parc Güell de Gaudi, qu'elle a découvert à Barcelone en 1955, alors qu'elle avait 25 ans.
C'est un choc esthétique et il est essentiel dans sa carrière. Elle n'aura de cesse de trouver le temps, les moyens et l'espace pour le réaliser. Ce qui m'intéresse, c'est de faire maintenant des choses pour l'extérieur. Pour mettre... j'ai vu, ce qui m'a donné l'idée, j'ai vu quelques salons de sculpture qui étaient tellement ennuyeux. À dormir debout, c'est toujours la bronze, la pierre. Et de toute façon, l'abstrait n'est pas très... ça ne tient pas à côté d'un arbre. Il faut quelque chose d'insolite, de joyeux, avec un peu d'humour pour tenir le coup à côté de la nature. Alors je voudrais faire des énormes trucs. Et si quelqu'un, malheureusement les riches sont tellement constipés aujourd'hui qu'ils ne vont pas me le commander, mais j'adorerais faire un énorme jardin, faire des bonnes femmes dedans, sur un banc, les arbres du jardin, tout le jardin, le sol, entièrement. 12 ans plus tard, en 1977, Saint-Phal revient sur sa carrière lors d'un entretien avec Pierre Descargues sur France Culture, dans l'émission L'invité du lundi. L'artiste de 47 ans parle avec aisance et assurance de sa vie et de son œuvre, qui se trouve en réalité à un tournant. L'année suivante, elle commencera en effet son grand parc de sculptures, qui est un projet encore secret. Cette émission radio lui offre donc l'occasion d'une sorte de rétrospective parlée. Elle évoque notamment les tirs, ces performances qui l'ont rendue célèbre au tout début des années 60. Tir était aussi un acte très agressif, une révolte, et aussi presque une chose mystique, c'est-à-dire que je me rappelle que je devais peindre ces autels que je tirais dessus 3-4 fois en blanc. Tout devait être blanc, immaculé, vierge, pour que la mise à mort soit encore plus violente. Et au début, je n'ai pas pu assumer les tirs moi-même. Je regardais les autres, en spectatrice, tirer sur mes propres tableaux. Après, finalement, j'ai assumé ce viol, de violenter mes tableaux. Il est arrivé une très drôle histoire. Première exposition de tir chez Janine de Goldschmidt en 61. Je crois que c'était 61, je ne me rappelle plus très bien les dates. Il y avait un vieux monsieur qui était venu au vernissage. Et je disais à Jérémy, mais qui est cet emmerdeur? Il demandait sans arrêt, mais quand est-ce que je peux tirer? Quand est-ce que je peux tirer? Je dois tirer. Alors, je lui disais, écoutez, on n'a pas encore fini de mettre les choses en place. Attendez un peu de patience. Allez boire un coup au café du coin, et puis revenez, puis ça ira mieux. Et puis, Jérémy m'a dit, mais non, arrête, sois gentil. Mais c'est fautrier. Et ces fautriers attendaient avec une impatience de tirer sur ce tableau. Il est resté là toute la soirée. Il voulait faire un fautrier. Il voulait pas du tout que les gens tirent. Il disait, mais il faut tirer au milieu. Et c'était très drôle. Les réactions des artistes vis-à-vis du tir m'ont toujours fasciné. Leurs réactions très violentes. Il y avait une fois, on était à Stockholm, on a fait un tir. Il y avait Bob Rauschenberg, il y avait Jean Tinguely, il y avait Panto Sultan, qui est maintenant directeur de Beaubourg. On était là devant un de mes premiers tirs. Je me rappelle Rauschenberg qui criait « Je veux du rouge, où est le rouge? Où tu as mis le rouge ?» Et finalement, il n'y avait plus de balles. Et alors, il a commencé à prendre des pierres pour lancer sur le tableau. Et Jean s'est tourné, Jean Tinguely dit, mais après tout, c'est une œuvre d'art. Tout le monde, comme des garçons qui étaient pris faisant une mauvaise blague, ils ont lâché leurs cailloux. Mais l'agression, je veux dire, ça déclenchait une agression à travers le jeu. Après les tirs, Saint-Phal reconstruit des figures féminines à partir d'objets qui prennent des titres évocateurs. Les mariées, les prostituées, les déesses. Peu à peu, ces figures féminines menaçantes et monochromes prennent de la couleur et du volume. Voici les nanas. Cette série devenue tellement célèbre qu'on croit avoir tout compris. Mais a-t-on bien compris qui étaient ces nanas? Sont-elles seulement joyeuses? Seulement dansantes? À mieux écouter l'artiste, on comprend que ce sont des guerrières. De la cause des femmes, de la cause des Noirs, de la diversité des genres. Les nanas sont les guerrières de l'espace public et les pionnières du féminisme. D'abord, je travaillais dans le relief. Et timidement, elles sont sorties, elles sont devenues des sculptures, elles ont attrapé la 3e dimension.
J'étais devenue un peu plus courageuse, mes moyens techniques étaient agrandis. Et les voilà, elles étaient là. Et avant, j'avais travaillé avec des jouets. Et sur mes personnages, qui étaient en relief, était collée toute une contradiction de jouets, comme celui qui est dans le film, qui représente la papesse, la mère des 10 000 êtres. Alors, toujours, ça exprimait cette contradiction. Par exemple, dans celle qui était la mère, la femme qui accouche, eh bien, il y a des éléments très paisibles et de grande douceur qui sont aliénés avec des autres choses qui sont extrêmement agressifs. Alors, il existe toujours cette dualité. Et finalement, un jour, partit la dualité et sont nées les nanas. Elles se sont débarrassées de leurs jouets d'enfance, elles se sont maquillées, elles se sont grimées, elles sont devenues des bonnes femmes. Et elles ont laissé derrière tous leurs jeux d'enfance. Et à ce moment-là, les gens les ont ressentis comme des sculptures très agressives. Parce qu'elles étaient là, elles dansaient, elles se moquaient, elles étaient joyeuses. Et c'est là où je dis que la joie peut souvent être très subversive. En réalité, les nanas sont dès le début des nanas maisons, des nanas palais, des nanas villes. Grâce à leur corps enveloppant, l'artiste s'offre à elle et au monde un refuge. Elle évoque à demi-mot une secrète fragilité dont elle ne dévoilera les détails que des années plus tard et dont ces nanas maisons la protégeraient. J'ai toujours voulu avoir des refuges, des endroits pour me retirer. J'ai, disons, toujours peur d'une certaine fragilité où on peut me pénétrer. Les problèmes des autres, les autres peuvent rentrer chez moi assez facilement, alors je dois me protéger. Et je pense que beaucoup de gens sont pareils. Donc, l'idée du refuge. Enfin, nous en avons beaucoup. Le cinéma est un refuge, il y en a plein partout. Mais pourquoi pas dans la sculpture? Pourquoi pas faire des refuges où les gens peuvent aller rêver, où ils peuvent aller s'isoler, où il n'y a pas de bruit, où ils ont que eux-mêmes, où ils peuvent avoir une espèce de recul, un endroit pour rêver. En 1966, Pontus Hultén, directeur du Moderna Museet à Stockholm, invite Saint-Phal, Tinguely et Per Olof Udvelt à concevoir un projet commun. Niki propose une femme géante et couchée, une immense nana, dont les jambes ouvertes accueilleraient le public et le feraient pénétrer dans un parc d'attractions. Elle affuble cette œuvre du nom de On, traduction Elle. L'exposition est un énorme succès. C'était une nana, on a tout de suite, voilà. Après, on s'est tous mis d'accord et on a travaillé comme des fous. Je veux dire, c'était un travail inouï parce qu'elle avait, je sais pas, il faudra qu'on regarde, je sais pas combien de mètres de long elle avait, mais elle était grande comme une cathédrale. Elle était énorme, cette bonne femme. D'ailleurs, on l'a baptisée la plus grande putain du monde. Et, je sais pas, elle a eu 100 000 visiteurs dans un été, ce qui est pas mal. Et elle était joyeuse à l'extérieur comme un œuf de Pâques. L'intérieur était à l'endroit évident et aussi à l'intérieur il y avait plein de différentes attractions. Il y avait des machines de Tinguely, un banc des amoureux, un salon du faux, un téléphone, un planétarium. Ce n'est qu'à partir de 1979 que Niki de Saint-Phal réalise enfin son rêve. Elle entame la construction d'un vaste jardin de sculpture en Toscane qui la mobilisera pendant près de 20 ans. Il est inspiré des 22 cartes du tarot. Elle y réalise de monumentales sculptures qui prennent la taille de maisons, de palais, d'églises, toutes recouvertes de céramique ou de mosaïques de verre. On sent l'assurance d'une artiste qui a enfin réalisé son rêve lorsque le 2 mai 1989, Frédéric Mitterrand l'invite dans son émission de télévision grand public Du côté de chez Fred. Elle y raconte ce que symbolisent pour elle les figures du tarot dans ce grand jardin qu'elle est en train de construire. Au fond,
l'acte créateur est au fond une méditation sur ces cartes qui ont fasciné les artistes à travers les siècles. Il y a eu beaucoup, Mantegna, T.S. Eliot, il y a eu beaucoup d'intérêt dans les tarots. Elles sont fascinantes, leurs origines sont obscures, elles sont liées à l'alchimie, elles sont liées à ce qu'elles viennent de la Kabbale. Il y a beaucoup de questions qui se présentent à leur sujet. Et alors, disons que la version du jardin de Garavicchio, le jardin de Tarot, est au fond une version en sculpture pour s'approcher de ce mystère qu'est le tarot, qui est un chemin de la vie qui nous montre les différentes épreuves que nous allons passer et aussi un chemin spirituel et croyant. Quelques années plus tard, en 1991, l'écrivain Jean Dève enregistre un long entretien. 1991, c'est aussi l'année de la mort de Jean Tinguely, compagnon de Niki de Saint-Phalle et ensuite ami. Une occasion pour elle de revenir aux multiples collaborations qu'ils ont menées depuis leur rencontre, eux qu'on appelait les Bonnie and Clyde de l'art. La plus célèbre étant la fontaine Stravinsky en face du centre Pompidou. En 1983, Jean Tinguely est invité par la mairie de Paris et le ministère de la Culture, sur une idée de Pierre Boulez, directeur de l'IRCAM, et de Claude Pompidou, à réaliser une œuvre monumentale. La fontaine Stravinsky est devenue un symbole et rappelle aux nombreux visiteurs du quartier l'importance de l'œuvre de Niki de Saint-Phalle. Alors Claude Pompidou a parlé à Chirac, ils sont allés voir Jean, après ils ont parlé à Mitterrand, tout le monde s'est mis d'accord. Et puis Jean est venu voir la place et a dit non, je ne vais pas le faire parce que j'ai besoin de couleurs. Autrement, je fais avec Niki. Mais là, tout seul, avec le noir, sur cette place, non. Alors, ils ont dit d'accord, alors faites-le avec Niki. Et je comprends qu'il ne voulait pas, il avait envie de couleurs, là. Alors, dans ce cas-là, il m'a demandé, il a dit commence. Alors, écoute, je dis bon. Notre thème était Stravinsky, il a dit commence. Alors moi j'ai fait, écoute, je vais te préparer des choses, tu viendras faire ton shopping. Qu'est-ce qui t'inspire, tu trouveras. Alors j'ai commencé par le chapeau. Qui est extraordinaire. Parce que ça m'amusait le chapeau. J'ai dit tiens, un chapeau qui tourne. Et après j'ai commencé par ceci, cela. J'en ai fait peut-être une trentaine de choses et Jean a choisi celles qui l'amusaient le plus. La seule chose qu'on m'a demandé de pas faire, c'était une nana. C'était le seul veto que ils ont fait. Mais bon, je disais, d'accord. Rien, il y avait d'autres choses à faire. À la préparation, Mathilde Decroix avec l'équipe de Ware. À la réalisation, Élodie Royer. Musique originale, Julienne Ogil. Générique, Andrew Nelson. Mixage sonore, Basile Beaucaire. Conseil scientifique, Catherine Gonard et Marjorie Micucci. Voix, Camille Morino. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Ware.